Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des clés de la rénovation, avril 2019. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Des aides à la rénovation, quoi de neuf en 2019? Le Clair aujourd'hui est très content d'accueillir Florence Clément, coordinatrice de la communication grand public et jeunes de l'ADEME. Bonjour Florence, merci d'être avec nous. Et Sandrine Conrat, qui est conseillère énergie chargée de mission copropriété à Grand Paris Seine-Ouest Énergie. Merci d'être avec nous. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet, les aides à la rénovation, quoi de neuf? Première question d'Amandine, de Romainville. Bonjour, quelles sont les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt en 2019? Florence, je te laisse répondre à Amandine. Alors Amandine, pas beaucoup de changements par rapport à 2018. Il faut toujours être propriétaire ou bien locataire ou bien occupant à titre gratuit de son logement. Alors le logement, lui, doit forcément avoir plus de 2 ans. Bon, il y a quand même quelques évolutions puisque aujourd'hui, on a 3 taux différents de crédit d'impôt en fonction des travaux, 30, 15 ou 50. Alors, 30%, c'est pour la majorité des travaux. Et puis, il y a aussi une petite évolution, c'est que maintenant, les travaux, en fait, peuvent être plafonnés. Donc, par exemple, pour installer un chauffe-eau thermodynamique, et puis on va avoir une aide plafonnée. Ça, on va le retrouver également pour les travaux d'isolation, pour des travaux d'installation d'une chaudière. Enfin, voilà, plusieurs types de travaux vont être plafonnés. Et puis, on va aussi avoir une nouvelle condition très intéressante pour les ménages qui ont des revenus modestes, puisque pour eux, les frais de pose sur plusieurs travaux vont pouvoir être pris en compte également. D'accord, merci. Donc ça, c'est une nouveauté intéressante et qui concernera pas mal de ménages. On enchaîne avec la question de Patrick de Grenoble. Patrick, il nous demande s'il y a des modifications concernant les aides ANA en 2019, si oui, lesquelles, et est-ce qu'il existe un montant minimum de travaux pour le programme Habiter mieux? Alors, peut-être que tu peux nous en dire quelques mots, Sandrine. Il y a beaucoup de questions dans la question de Patrick. Peut-être qu'on peut déjà se dire quel public sont concernés par les aides ANA et comment fonctionne le dispositif des aides ANA Habiter mieux. D'accord. Alors, pas de grandes modifications, effectivement, si ce n'est les conditions de ressources qui évoluent un peu chaque année. Donc, pour les ménages modestes ou très modestes, en fonction du nombre d'occupants et en fonction de la région. Donc, depuis la fin de l'année 2018, il est possible d'évaluer son éligibilité économique sur une plateforme web qui s'appelle monprojetana.fr et donc qui pourra vous orienter en fonction donc de votre éligibilité sur un opérateur, sur une liste d'opérateurs ANA qui pourront vous renseigner sur votre éligibilité technique. D'accord. Ça veut dire que donc déjà la plateforme est en ligne depuis peu. Voilà. C'est ça. Oui. Donc si vous ne l'avez jamais vu auparavant, c'est normal. Donc il faut surfer, naviguer un peu sur Internet et maintenant vous la trouverez facilement, je pense. Et voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça vous permet d'entrer sur une liste et d'être en tout cas intégré à une liste. Voilà, c'est un genre de guichet unique. Un genre de guichet unique. Ouais. D'accord, très bien. La question suivante nous vient de Luce. Elle est posée par Paul qui souhaiterait savoir s'il y a des modifications concernant l'éco-prêt à taux zéro en 2019 et si oui, lesquelles? Je te laisse reprendre la main, Florence, là-dessus. Alors, l'éco-prêt à taux zéro va en effet pas mal évoluer en 2019. On a déjà commencé à avoir des premières évolutions ces dernières semaines. Depuis le 1er mars, très important, ça va satisfaire beaucoup de monde. Il n'y a plus de conditions de bouquet de travaux à respecter. C'est-à-dire qu'on peut, pour une seule action de rénovation dans le logement, aller chercher un éco-prêt à taux zéro. Et ça fait une vraie différence pour beaucoup de monde. Ça devient beaucoup plus facile finalement d'aller chercher un éco-prêt à taux zéro. Et puis on a aussi des évolutions sur les travaux, puisque en fait ils viennent s'aligner, les exigences techniques des travaux, les caractéristiques techniques viennent s'aligner sur celles du crédit d'impôt.
On a de nouveaux formulaires du coup, qui ont été mis en ligne à partir du 1er avril, mais finalement, pour tous les prêts qui sont déjà attribués depuis le 1er mars, les conditions sont valables. Ce n'est pas parce que les formulaires sont parus le 1er avril en fait, que tout commence le 1er avril. Vraiment, dès le 1er mars, on peut déjà obtenir un crédit d'impôt, même si on ne fait pas de bouquet de travaux. D'accord. Alors d'autres évolutions vont encore intervenir un peu plus tard dans l'année, puisqu'on sait que l'éco-prêt à taux zéro va encore être simplifié. On va pouvoir certainement obtenir cet éco-prêt pour des logements de plus de 2 ans, comme c'est le cas pour le crédit d'impôt, etc. Mais tout ça interviendra plutôt au début de l'été. D'accord, très bien. Donc restez vigilants aux évolutions des textes. Il se pourrait qu'il y ait de nouvelles informations et de nouvelles modalités intéressantes pour vous. Merci Florence. On enchaîne avec la question de Diane de Lorient qui nous dit, alors j'ai consulté la brochure de l'ADEME, d'ailleurs ça me permet de vous la montrer ici, la brochure publiée par l'ADEME sur les aides financières à la rénovation 2019 et elle souhaiterait juste savoir pour quelles raisons en fait, et tu viens un peu de l'évoquer en filigrane, pour quelles raisons ce petit guide n'est valable que jusqu'à juin 2019. Donc, tu viens de l'évoquer. Voilà. C'est parce qu'en juillet on aura d'autres choses à raconter. Il y aura de nouvelles évolutions, donc pas d'inquiétude, ça ne veut pas dire que les aides s'arrêtent en juin, mais vous en aurez de nouveaux textes réglementaires qui viendront abonder les aides actuelles. Patrick qui habite les Lilas, qui nous demande si une SCI, d'ailleurs on peut en profiter pour développer l'acronyme SCI, Société collective, Société civile immobilière. Civile immobilière, pardon, je m'y perds. Une SCI peut-elle bénéficier d'aides financières à la rénovation, Sandrine ? A priori, oui, tout comme une copropriété, effectivement, mis à part qu'une SCI est une personne morale, donc il y a effectivement quelques conditions à remplir, notamment pour le bénéfice du crédit d'impôt, par exemple. Il faut que ce soit un des associés de la SCI qui mobilise notamment le crédit d'impôt pour pouvoir bénéficier de cette aide. Pour les aides de l'ANA également, il y a des petites subtilités. Notamment, il faut que l'ensemble des associés de la SCI soient sous les conditions de revenus ANA pour que le projet de rénovation soit éligible aux aides de l'ANA. Voilà. Donc, il y a d'autres subtilités sur d'autres aides, mais n'hésitez pas à contacter votre conseiller énergie fer pour en savoir plus. Merci de rappeler cette information importante qu'on rappelle à chaque émission, évidemment, pour un accompagnement spécifique et précis, évidemment. Tournez-vous vers votre conseiller énergie fer. Merci Sandrine. On continue avec une question de Georgette, qui nous vient de Rouen. J'ai entendu parler du chèque énergie. De combien s'agit-il et comment en bénéficier? Alors là, il y a quelques déjà petites informations préliminaires peut-être à évoquer sur le chèque énergie avant de répondre directement à Georgette. Oui, ce chèque énergie, il vous est envoyé automatiquement. Donc en fait, déjà, il faut faire attention à tout ce qui est démarchage, où on vous explique que pour l'obtenir, il faut faire des choses, etc. C'est pas vrai en fait. C'est un chèque qui vous est attribué parce que vos conditions de ressources vous rendent en fait éligible à cette aide de l'État. Donc vous allez recevoir un chèque énergie et alors il ne faut pas le jeter. Certains ménages ont pu croire en fait que c'était de l'information qui était un peu publicitaire certainement ou des choses comme ça. Ils n'ont pas conservé le chèque. Alors qu'en fait, ce chèque que vous recevez par la voie postale, en fait, il faut bien le garder. Ça va vous permettre ensuite de payer soit des factures d'énergie, soit de payer des travaux d'efficacité énergétique. Alors, c'est vrai qu'ensuite, il y aura des démarches à faire sur Internet, etc. Mais en tout cas, là encore, les conseillers FER sont à votre disposition pour vous expliquer comment l'utiliser au mieux. Et puis, si jamais vous avez des questions, il y a également un numéro de téléphone. Alors, ce numéro de téléphone, je vais vous le donner. C'est le 0805, pardon, je ne l'ai pas mémorisé. C'est le 0805 204 805. Et c'est un numéro de téléphone qui est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur le chèque énergie. Voilà.
Merci. Alors ça, c'était la question, c'était déjà un rappel, de rappeler aux gens comment le chèque énergie est envoyé, donc que parfois ça peut apparaître comme du démarchage, mais ça n'en est pas. Donc ouvrez bien votre enveloppe, lisez bien le courrier. Et concernant le montant de ce chèque énergie. Oui, alors le montant, c'est vrai qu'il peut varier. Il a augmenté cette année, donc à peu près de 50 € pour tout le monde. Donc il est devenu plus intéressant. Et alors il va précisément, vous le trouvez jusqu'à 277 € de chèque énergie, c'est son montant maximum. Donc voilà, c'est une fourchette assez large. Juste pour information, ça va concerner quand même 5,8 millions de Français. D'accord. Voilà. Donc on ne parle pas de ménage, mais bien de personnes. D'accord. Merci pour ces précisions. On enchaîne avec une question de José, qui vient de Tonins. J'espère que je prononce bien. Bonjour, est-ce qu'un étranger peut bénéficier de ces aides si sa résidence principale se trouve en France, mais l'avis d'imposition est réalisé à l'étranger? Cause déménagement récent. Je vous laisse prendre la réponse. Oui, alors déjà, ce qui est important, c'est de savoir que pour avoir le crédit d'impôt, il faut forcément être domicilié fiscalement en France. Donc cette aide-là, quand on ne paye pas ses impôts en France, on ne pourra pas l'obtenir, ça c'est sûr. En revanche, il y a beaucoup d'autres aides pour lesquelles en fait on ne vous demande pas où vous payez vos impôts. On vous demande juste si vous êtes propriétaire occupant de votre logement ou pas. Voilà, si vous avez des revenus qui sont plus ou moins importants. Enfin voilà. Et dans ces cas-là, en fait, vous pourrez bénéficier des aides, par exemple, des fournisseurs d'énergie, des aides locales, et même si vous n'êtes pas fiscalement domicilié en France. D'accord. Donc, comme tu le disais, crédit d'impôt, domiciliation fiscale en France. Voilà. Ensuite, pour toutes les autres aides, ça ne dépend pas de la domiciliation fiscale, mais plutôt du lieu de résidence et du niveau aussi de revenus. Alors, toutes les autres aides, pas toutes non plus, parce que par exemple, le chèque énergie, ça va dépendre quand même de votre revenu, etc. Mais bien sûr. En grande largeur, en fait, il y a toutes les aides qui ne dépendent pas de votre déclaration fiscale, vous pourrez y avoir droit. D'accord. Et tu nous rappelais, Sandrine, un détail ? Oui, qu'effectivement, sur la notion de résidence principale, il faut savoir qu'il y a une tolérance de 6 mois pour l'entrée dans sa résidence principale. Donc effectivement, pour les ménages qui achètent une maison et qui envisagent des travaux de rénovation énergétique avant d'entrer dans le logement, ou pour des personnes âgées, effectivement, qui envisagent un déménagement et des travaux de rénovation énergétique, ou même des expatriés qui pourraient revenir en France et acheter à cette occasion-là, voilà, il y a une tolérance de 6 mois pour être effectivement dans sa résidence principale, donc avec un délai pour réaliser les travaux avant d'entrer dans son logement. D'accord, ce qui est un détail qui a une importance. Ouais. On a une question d'une personne qui n'a pas donné son nom ni son lieu de domiciliation, mais on va quand même y répondre, parce qu'on est sympa. Améliorer son logement avec une rénovation énergétique thermique est-il intéressant pour une transaction immobilière ? C'est une bonne question. Oui. Et comme je suis sympa, c'est moi qui vais y répondre. Donc. Oui, la réponse est oui. Effectivement, il y a une étude qui s'appelle Dynamique, qui a été réalisée sur la base des transactions notariées des dernières années, avec une mise à jour donc l'année dernière, en 2018, qui donne des informations région par région sur la plus-value réalisée sur la vente d'un bien rénové. Alors effectivement, en Île-de-France notamment, on note essentiellement, on va éviter finalement une dépréciation en rénovant un bien. Sur d'autres régions, effectivement, on va pouvoir vraiment réaliser une plus-value à la vente de son bien en fonction des travaux réalisés et de l'étiquette énergie du logement. D'accord, et ça c'est l'étude justement qui le montre. Voilà, ça c'est l'étude qui le montre en fonction des ventes réalisées et de l'étiquette énergie des logements vendus. D'accord. C'est l'occasion de vous rappeler que sur le site de l'émission, vous retrouverez des liens
vers des documents, vers des études comme celles évoquées par Sandrine ou d'autres documents que nous pourrons évoquer au cours de l'émission, donc en direct sur le site de l'émission des clés de la rénovation. Merci pour cette réponse. Alors maintenant, on va rentrer dans des questions peut-être un peu plus spécifiques que nous ont posées quelques internautes sur des projets de rénovation de bâtis ou d'équipements. Donc Olivier, qui habite Marseille, qui nous demande bonjour, la chaudière collective de gaz de ma copropriété doit être changée. J'ai des devis avec une TVA à 20%, j'ai des devis avec une TVA à 5,5%. Quel taux doit s'appliquer ? Je te laisse prendre la main je là-dessus. Commence, oui. D'accord. Donc, a priori, ça va dépendre des performances énergétiques de la chaudière, puisque effectivement le taux réduit à 5,5% dépend donc d'exigences de performance et de l'intervention d'une entreprise RGE dans le domaine de travaux concernés pour la réalisation des travaux. Donc après, effectivement, en fonction du type de chaudière, donc si c'est une chaudière gaz à condensation par exemple, ou une chaudière bois, on n'est pas sur les mêmes exigences de performance. Mais en tout cas, voilà, en fonction du respect de ces exigences, normalement, le taux qui s'applique va être le taux de TVA réduit, donc à 5,5%. Alors c'est vrai que cette question, en fait, on l'a souvent parce qu'il y a deux textes de référence. Un texte qui est assez ancien et qui dit que les chaudières collectives ont une TVA, sont facturées avec une TVA à 20%. Mais en fait, après ce texte-là, un autre texte est paru qui dit que tous les équipements qui répondent aux exigences du crédit d'impôt peuvent bénéficier d'une TVA à 5,5. Et donc, en fait, c'est ce texte-là, bien sûr, qu'il faut prendre en compte, puisque si la chaudière, comme vient de le dire Sandrine, respecte les exigences du crédit d'impôt, si on installe une chaudière très performante, même si elle est collective, eh bien oui, elle peut bénéficier d'un taux à 5,5. D'accord, donc c'est très important de avoir conscience de ça. Si vous tombez sur des textes qui vous paraissent contradictoires, il faut privilégier évidemment celui selon la performance énergétique de l'équipement que vous installez. C'est vraiment ça qui va jouer, c'est-à-dire qu'a priori comme ça, on ne peut pas dire oui ou non pour la chaudière, ça va vraiment dépendre de la performance de la chaudière qui sera installée. Et si elle répond aux exigences du crédit d'impôt, c'est bon pour les 5,5. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important d'appuyer là-dessus parce qu'effectivement, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Juste un petit détail, tu as utilisé l'acronyme RGE. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que ça veut dire ? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est du jargon. Donc RGE signifie reconnu garant de l'environnement. Et donc c'est une mention qui est attribuée aux entreprises qui ont suivi une formation et qui justifient de certains engagements qualitatifs, notamment en termes d'assurance, également en termes d'audit de chantier, et qui respecte un engagement qualitatif, engagement et voilà. Donc c'est une mention qui permet de bénéficier des aides financières de manière générale, puisque les aides de l'ANA qui auparavant ne nécessitaient pas ce recours à une entreprise RGE le nécessitent aujourd'hui, donc depuis 2018. D'accord, donc voilà, une information importante aussi, vérifiez bien que les artisans ou les entreprises qui s'engagent à faire des travaux ont ce label. Et puis alors, j'en profite pour ajouter qu'il faut aussi vérifier que les entreprises, les professionnels qui viennent, en fait, ont la qualification nécessaire pour les travaux qu'ils réalisent. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un professionnel RGE qui a une qualification pour faire de l'isolation, par exemple en toiture, en fait, ne va pas pouvoir vous installer le poêle à bois. Oui. Il va falloir faire attention en fait que la qualification RGE, enfin que la mention RGE soit bien attribuée à la qualification qu'il faut pour les travaux. Donc en fait le mieux, pour être sûr, c'est de demander le certificat en fait RGE aux professionnels. Et si vous avez un doute, vous allez tout de suite téléphoner ou vous envoyer en fait ce certificat et le devis à votre conseiller FAIRE. Vous le trouvez très facilement en faisant www.faire.fr et là vous êtes sûr en fait d'avoir le bon artisan pour les bons travaux.
Merci pour cette réponse très claire. Et juste pour ajouter un petit point, il est très important également de vérifier que la date de validité du certificat est valide à la date de réalisation des travaux. Donc bien vérifier cet aspect-là aussi. Pour éviter toute mauvaise surprise. Oui. Merci. On enchaîne avec la question de Martin, qui habite Cré, qui nous demande, il vient de faire l'acquisition d'une grange ancienne, qui est porteuse d'un permis de construire pour la transformer en logement, qui est encore valide, car les travaux n'ont jamais été déclarés achevés. Est-ce qu'il peut bénéficier du crédit d'impôt, des C2E, de la TVA à 5,5 et dans une telle situation, pardon. Désolée, mais non. La réponse est. Du coup, c'est moi qui suis pas sympa. Voilà, donc Sandrine très sympa et moi non. Alors, on inversera les rôles ensuite. D'accord. Non, malheureusement non, parce qu'en fait, le crédit d'impôt, il est accordé pour rénover des logements qui ont plus de 2 ans. Comme cette grange n'est pas pour l'instant déclarée comme un logement, elle pourra être réellement un logement quand elle aura été rénovée pour devenir un logement, mais alors du coup, elle va être considérée comme du neuf. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire qu'elle a plus de 2 ans, c'est pas un logement de plus de 2 ans. Et donc, non. Donc, pas de crédit d'impôt. Non. Par contre, on se faisait la remarque et la réflexion que peut-être sur certains autres dispositifs, et peut-être les C2E, il fallait creuser la question. Mais là, encore une fois, il y a quand même peu de chances que ce soit possible. Parce que généralement, les aides à la rénovation, c'est pour rénover des logements déjà existants. C'est pas pour créer des logements neufs. Oui, bien sûr. Donc, a priori, la réponse est non. On est vraiment désolé, Martin. Une question de Jacqueline, qui habite Cerbère, qui nous demande quelles sont les conditions pour que les menuiseries d'une maison, portes, fenêtres, puissent être éligibles au crédit d'impôt. En tant que retraité, existe-t-il des aides à la rénovation spécifiques ? Sandrine ? Alors, en termes de conditions, oui, effectivement, il y a des conditions à remplir. Donc, tout d'abord, il faut remplacer des fenêtres en simple vitrage par du double vitrage performant, avec des conditions à respecter sur les caractéristiques thermiques des fenêtres, donc à savoir la déperdition de la fenêtre, ce qu'on appelle le UW, donc précisément son coefficient de transmission thermique, et également sur le facteur solaire, donc le SW de la fenêtre. Encore une fois, contactez votre conseiller FR qui pourra vous orienter précisément, puisqu'il y a plusieurs alternatives qui vont dépendre notamment par exemple de l'orientation du vitrage, de la menuiserie, du choix de menuiserie également, puisque les menuiseries aluminium notamment sont généralement plus déperditives et donc on va partir plutôt sur une déperdition un peu plus élevée et un facteur solaire amélioré. Est-ce que tu avais des compléments de réponse à amener Alors, il y a une petite précision pour les fenêtres, je pense, qui est importante, c'est qu'on considère que la fenêtre est éligible, en fait, c'est tout le vitrage en fait, qui est à l'intérieur en fait, d'un cadre, ce qu'on appelle un dormant. En fait, aujourd'hui, le crédit d'impôt est plafonné à 670 € par équipement. Eh bien, on considère que l'équipement, c'est tout ce qui est à l'intérieur du dormant. Donc, par exemple, pour une baie vitrée qui serait en fait en plusieurs panneaux à l'intérieur d'un seul cadre, en fait, c'est considéré comme un seul équipement. Donc, la dépense va être plafonnée à 670 €. D'accord. Donc, il faut faire attention parfois quand même à bien vérifier plein de petites conditions. Et c'est ça qui est assez difficile quand on est un particulier, c'est finalement d'être au courant de tous ces petits détails qui font quand même une différence au moment où on a des aides ou au moment où on voit les factures. Et alors c'est vraiment pour ça que c'est important d'être accompagné par des conseillers dont c'est le métier et qui connaissent toutes ces subtilités. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. De toute façon, on a de cesse de le répéter. C'est même pour nous qui travaillons au quotidien sur ces sujets, c'est parfois très complexe. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas hésiter à contacter un conseiller. Il y avait une petite précision. Oui. Ouais, Sandrine, tu allais rebondir. En termes de conditions, je ne l'ai pas répété, mais il est bien sûr nécessaire de faire appel à une entreprise RGE dans le domaine de la pose de fenêtres performantes.
Voilà. Ouais. Et il y avait une précision peut-être quant au statut de retraité. Aides, voilà, spécifiques au statut de retraité. Donc il peut exister effectivement des aides des caisses de retraite, éventuellement également des aides de la CAF si vous êtes allocataire. Et a priori, les opérateurs ANA peuvent vous accompagner également dans cette recherche de financement. Donc n'hésitez pas à faire une recherche sur, encore une fois, monprojetana.fr, vérifier votre éligibilité aux aides de l'ANA et éventuellement, effectivement, contacter un opérateur pour vous accompagner dans vos recherches d'aide financière. Merci. On enchaîne avec une question qui nous vient de Montbard, posée par Tarek, qui souhaite faire remplacer une porte-fenêtre coulissante, donc on en revient un peu à l'histoire des fenêtres, en double vitrage donnant sur l'extérieur par une porte-fenêtre avec un autre système d'ouverture. Est-ce que j'aurai droit au crédit d'impôt en 2019, éventuellement d'autres aides financières ? Florence, je vais te laisser encore le mauvais rôle. Bon, alors non, Tarek. Non, pas pour le crédit d'impôt. En fait, ça ne va pas être possible puisque en 2019, il faut nécessairement remplacer du simple vitrage par du double vitrage. Et là, pour Tarek, ce n'est pas possible puisque ces fenêtres sont déjà en double vitrage. Donc, il ne pourra pas solliciter le crédit d'impôt. Après, pour d'autres aides, c'est peut-être possible. Il faut voir. Sandrine... Oui, notamment, je pense, pour le dispositif des certificats d'économie d'énergie, donc des aides des fournisseurs d'énergie. A priori, il est possible, effectivement, de bénéficier de ces aides. Donc là, il s'agit d'aides qui sont attribuées par les fournisseurs d'énergie pour inciter les particuliers à réaliser des travaux d'économie d'énergie. Donc en fonction des travaux réalisés, il peut exister des primes qui vont être de montants différents en fonction du fournisseur d'énergie. Donc n'hésitez pas à contacter plusieurs fournisseurs d'énergie qui pourront vous proposer des primes différentes et à retenir celui qui vous propose la prime la plus avantageuse. Alors je ne vais pas vous faire trop espérer, ça ne va pas révolutionner votre plan de financement. C'est de l'ordre de quelques dizaines d'euros par fenêtre maximum en fonction de votre mode de chauffage. Voilà, donc vous pouvez simuler les aides qui peuvent vous être proposées par les fournisseurs d'énergie sur un site, donc une plateforme qui recense les fournisseurs d'énergie qui récupèrent donc ces certificats d'économie d'énergie qui s'appelle nr-pro.fr en minuscule. Donc c'est pas exhaustif puisqu'ils n'y sont pas tous répertoriés, mais ça peut vous donner déjà une idée du montant de la prime à laquelle vous pouvez prétendre. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc bien retenir, grosse différence 2018-2019, on ne peut plus passer d'un double vitrage à un double vitrage plus performant, mais vraiment c'est du simple au double vitrage. Les fenêtres, c'était déjà pas terrible en 2018. Il y avait plus d'aide du tout. Depuis 2017, en fait, les conditions sont nettement plus exigeantes. Sont bien tarifées. D'accord. On continue avec une question qui nous vient de Sarla, posée par Yvan. Bonjour, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il est possible de profiter du crédit d'impôt énergétique si l'on n'a utilisé qu'une partie de celui-ci. Donc il précise, j'ai commencé mon isolation il y a 6 ans et je souhaite reprendre seulement en 2019 quelques travaux car je n'avais pas le budget auparavant. Sandrine, Florence, est-ce que c'est possible pour, Oui. Alors le crédit d'impôt, c'est en fait disponible le montant plafonné, c'est-à-dire 8 000 € pour une personne seule, 16 000 pour un couple et puis 400 € supérieurs de plus par personne à charge. En fait, c'est plafonné sur une période glissante de 5 ans. Donc en fait, vous avez 5 ans pour utiliser ce plafond. Ça tombe bien puisque là, dans ce cas de figure, on est à 6 ans. Donc ça veut dire que tout ce qui a été utilisé il y a 6 ans, en fait, ne vient pas du tout grever de nouveau la possibilité d'utiliser le plafond de 8 000 € ou 16 000 si monsieur est en couple et c'est encore plus s'il a des enfants. D'accord. Voilà. Donc là, ça veut dire que ça a remis un peu le compteur à zéro puisque la période de 5 ans est dépassée. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle pour Yvan. Je suis contente d'avoir dit quelque chose de sympa. Voilà. Et que d'autant plus, il peut bénéficier d'autres aides financières, notamment les certificats d'économie d'énergie, la TVA à 5,5% sur ces travaux également.
On enchaîne alors avec une question, encore une fois, sans nom et sans lieu. Mais on la prend et on y répond. L'audit est à présent éligible au CITE. De quoi on parle quand on parle d'audit? Quel est l'intérêt d'en faire un? Et comment choisir un auditeur? Sandrine? Alors, l'audit, effectivement, est éligible dorénavant au CITE, mais uniquement dans les cas où il n'est pas de réalisation obligatoire. L'audit énergétique est obligatoire pour toutes les copropriétés en chauffage collectif et possédant plus de 50 lots, toutes destinations confondues, c'est-à-dire pas uniquement les lots d'habitation, mais également les lots annexes comme les caves ou les emplacements de parking. Donc on y évite finalement une copropriété avec 20 logements et le même nombre de caves et de places de stationnement. On tombe dans l'obligation. Donc en dehors de ces cas d'obligation, c'est-à-dire quand une copropriété est en chauffage individuel ou quand elle est soumise au DPE, au diagnostic de performance énergétique, c'est-à-dire quand elle possède moins de 50 lots, ou quand on est également en maison individuelle, effectivement, on peut bénéficier pour la réalisation d'un audit énergétique du crédit d'impôt, donc 30% du montant du crédit d'impôt, de l'audit énergétique, pardon. Alors l'intérêt de faire un audit énergétique, c'est tout simplement d'avoir la connaissance, un état des lieux de la performance énergétique de son habitation ou de son immeuble, que ce soit sur les aspects de déperdition à travers les parois et sur les aspects aussi performance des équipements énergétiques. Donc tout ce qui est ventilation, tout ce qui est chauffage vont être étudiés, tout ce qui est éclairage également vont être étudiés dans le cadre d'un audit énergétique. Et l'audit va également orienter sur des préconisations d'amélioration qui vont pouvoir être hiérarchisées en fonction de l'objectif que l'on veut atteindre pour améliorer son logement ou son immeuble lorsqu'il s'agit d'une copropriété. D'accord. Donc, ce qui est intéressant pour le particulier, c'est qu'il va pouvoir avoir plusieurs scénarios. Et en fait, il va pouvoir vérifier très rapidement que le retour sur investissement va pouvoir parfois être très intéressant s'il vise un vraiment bon niveau de performance dans ses travaux. Tout de suite, en fait, ça éclaire les gens. Ils se rendent compte que en faisant peu de travaux, oui, le budget investi, il est assez faible sur le moment, mais au final, le retour sur investissement peut être assez long. Mais si on rend vraiment le logement très performant, en fait, on va avoir des factures de chauffage vraiment allégées. Et voilà, ça peut en tout cas éclairer et aider à prendre des décisions. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est pas forcément très, très cher à faire. Et ça donne quand même une bonne vision de comment améliorer son logement. Oui, d'autant plus que l'énergie qui coûte le moins cher, c'est celle qu'on ne dépense pas. Voilà. Sachant que le prix de l'énergie, lui, va continuer d'augmenter a priori. Exactement. Oui. Alors effectivement, ce que tu dis, Florence, est intéressant parce qu'il faut bien prendre conscience qu'il y a différentes qualités d'audit énergétique et qu'un bon audit énergétique, effectivement, va s'appuyer pas uniquement sur le coût d'investissement, mais va intégrer les aides financières qui vont être mobilisables, mais aussi le gain énergétique réalisé après travaux pour justement avancer un temps de retour sur investissement qui ne soit pas juste un temps de retour brut et surtout tenir compte du surcoût de la performance énergétique et pas calculer un temps de retour sur investissement sur la globalité du montant des travaux. D'accord, donc on aura compris que là encore une fois c'est suffisamment complexe pour être accompagné et que l'audit sert aussi à ça évidemment et à mettre en lumière l'intérêt d'investissements souvent lourds mais sur le long terme toujours bénéfiques a priori. On avait quelques questions bonus qu'on s'était gardées pour la fin de l'émission, notamment une sur les aides sur l'installation de panneaux photovoltaïques qui nous venaient de Tiberval. C'est Marie-Yvonne qui se demandait, qui était très tentée par l'autoconsommation et notamment l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques et elle se demandait quelles étaient les aides à ce jour.
Est-ce que c'était réalisable pour un particulier ? Alors, je prends la parole si vous êtes d'accord. On est tout à fait d'accord. Oui, c'est tout à fait réalisable pour un particulier. Alors, le potentiel solaire va être différent en fonction de là où on habite. Alors, je ne sais pas du tout où se trouve Tiberval. J'avouerai que moi non plus. En gros, il faut savoir que, par exemple, en Île-de-France, on va être sur un gisement d'à peu près, enfin une production d'à peu près 1000 kWh par kilowatt crête d'installation photovoltaïque. Donc pour des maisons individuelles, on est généralement sur des installations de 3 kW crête qui couvrent à peu près 25 mètres carrés de toiture. Donc pour avoir cette production optimale, il faut bien sûr être dans des conditions optimales, elles aussi, d'orientation, donc plutôt au sud, voire sud-est, sud-ouest, et avec une orientation idéale, une inclinaison idéale, qui est de l'ordre de 30 degrés. Donc, pour financer effectivement cette installation de panneaux solaires photovoltaïques, il existe effectivement différentes aides. Alors, notamment, le taux de TVA est à 10% pour les installations de moins de 3 kW crête, donc pour les particuliers essentiellement. Alors, il faut savoir qu'en copropriété, c'est bien le nombre de kilowatts crête par logement qui est pris en compte. Donc, très souvent, en copropriété, on arrive également à bénéficier de ce taux de 10%. Donc il faut bien que le syndic fasse une attestation indiquant que la puissance installée est inférieure à 3 kW crête par logement. Généralement, pour les installations de faible puissance, donc inférieure à 3 kW crête, il y a également la possibilité d'être exonéré d'impôt sur le revenu de cette activité. Et puis ensuite, il existe un tarif de rachat qui est valable 20 ans à dater de la signature du contrat, donc avec EDF, obligation d'achat, qui va être variable en fonction de si vous réinjectez la totalité de votre production ou si vous autoconsommez une partie. Donc là, si je comprends bien, l'idée est d'autoconsommer. Voilà. Ouais. Donc en autoconsommation, on peut soit partir sur de l'autoconsommation totale, et là, il faut vraiment bien calibrer son installation puisqu'on ne peut pas réinjecter le surplus de production sur le réseau, soit sur de l'autoconsommation partielle avec réinjection du surplus de production sur le réseau. Donc là, ça génère également un contrat avec le gestionnaire de réseau. Il faut savoir qu'il existe une prime à l'installation de panneaux solaires photovoltaïques, mais qui va uniquement en cas de vente en surplus. Mais le bénéfice de cette prime va avoir un impact aussi sur le tarif de rachat qui va être un peu plus faible. Donc voilà, il faut bien étudier la question avant de choisir son option pour ne pas se tromper. Donc ça, c'était vraiment le détail final, mais et juste pour préciser, quand on parle de kilowatt crête, c'est bien la production optimale d'une installation. Voilà, c'est la puissance installée. Voilà, ce qui ne veut pas dire que c'est la puissance qui sera produite, parce que très souvent les gens confondent les deux. Voilà, d'où l'intérêt de se faire accompagner pour une pause, travailler l'inclinaison, l'orientation, donc toutes ces choses qui sont préalables à l'installation, évidemment. Alors justement, pour les gens qui s'intéressent à tout ce qui est photovoltaïque, il y a un site vraiment qui est très bien fait et qui fait état de beaucoup de témoignages, qui va même pouvoir faire le point sur justement les différents montants de primes, de taux, de prix d'achat, etc. C'est photovoltaïque.info. Oui. Et moi, je vous encourage vraiment à aller voir ce site qui est vraiment très très bien fait. On mettra le lien du site en ligne sur le site des Clés de la Réno. J'aurais aimé, pour conclure un peu cette émission, aborder un point qu'on n'a pas abordé en amont, mais qui fait quand même beaucoup parler, et on aurait pu l'aborder au moment où on a discuté des aides ANA, notamment avec les aides coup de pouce. On parlait des aides,
des solutions à 1 euro qui font un peu Flores et il y a beaucoup de démarchage autour de ces aides-là. Est-ce qu'on pourrait conclure un peu l'émission en faisant un retour ou un point, en tout cas, d'information sur ces aides-là? En fait, l'aide à 1 euro n'existe pas en tant qu'aide unique. C'est un ensemble de dispositifs qui vont venir se cumuler les uns avec les autres et qui vont permettre à certains ménages de bénéficier de travaux à très bas coût. Mais il y a plein de petites choses auxquelles il faut faire attention. Déjà, ce ne sont pas tous les ménages. C'est des gens qui sont dans des conditions de ressources modestes, voire très modestes. Ce ne sont pas pour tous les types de travaux. C'est des travaux qui sont un petit peu formatés. Par exemple, sur l'isolation, vous ne pouvez pas forcément choisir votre isolant, c'est seulement certains types d'isolants. C'est un peu standardisé. Voilà, exactement. Et puis, il faut aussi faire attention parce que ça ne prend pas en compte tout ce qui est nécessaire pour avoir des travaux parfois totalement parfaits. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir besoin de déposer l'isolant qui est devenu vieux sur le toit avant qu'on vous repose un nouvel isolant. Là, les travaux, par exemple, de dépose de l'isolant ne sont pas pris en compte. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de subtilité, encore une fois. C'est-à-dire que l'offre comme ça paraît vraiment super et c'est vrai que ça peut vraiment aider les gens à passer à l'action quand on est modeste et qu'on voit qu'on peut être autant aidé. Vraiment, ça donne envie d'agir et ça, c'est une super bonne chose. Maintenant, c'est important de bien se renseigner avant. Il faut faire vraiment attention à ce qu'on va avoir comme type de travaux. Est-ce que c'est bien adapté à son logement, surtout qui va les réaliser, dans quelles conditions, enfin voilà, prendre le temps de se renseigner. Et là, encore une fois, les conseillers FAIRE sont à la disposition des ménages pour ça. Bien sûr. Bien sûr, donc on retient bien que ces offres-là peuvent être intéressantes. L'idée n'est pas de les accepter sans regarder ou de les refuser sans regarder, mais par contre, il faut vraiment faire appel à son conseiller FAIRE et c'est le réflexe qu'il faut avoir la plupart du temps quand on part sur des logiques de rénovation. Ça me donne l'opportunité de conclure cette émission. En vous remerciant encore une fois, Sandrine et Florence, d'y avoir participé, d'avoir répondu aux questions de nos internautes, de nos spectateurs, et de remercier nos partenaires, donc l'ADEME, le magazine La Maison écologique et Actu Environnement, et puis de vous le rappeler, au cas où vous ne l'auriez pas entendu suffisamment de fois au cours de l'émission, que le plus important, c'est vraiment de contacter et de faire confiance au réseau des conseillers FAIRE Énergie. Deux moyens de les contacter très facilement, un numéro vert 0808 800 700 et un site internet aujourd'hui www.faire.fr. Merci beaucoup, on se retrouve dans peu de temps pour une émission sur l'habitat participatif. Au revoir. Au revoir. Au revoir.